18h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les principaux titres de ce mardi 5 avril. Dossier ukrainien, le massacre de Boutcha est sur toutes les lèvres, accusations mutuelles entre Kiev et Moscou. Au même moment, l'Occident applique de nouvelles sanctions diplomatiques, cette fois à l'encontre de la Russie. Présidentielle en France, dernière ligne droite avant la tenue du premier tour, nous allons nous intéresser au rapport qu'ont certains candidats avec les patrons des médias. Palestine, les exactions à l'encontre du peuple palestinien se multiplient, notamment en cette période du mois sacré du Ramadan. Retour sur ces crimes commis par l'entité sioniste dans ce journal. Et puis Covid-19, nouvelle vague de contamination en Chine, 26 millions d'habitants confinés à Shanghai. Nous entamons donc ce journal par ce nouvel épisode de la guerre en Ukraine. Vous avez certainement vu ces images de corps dans les rues de Boutcha, ville située près de Kiev, des images qui ont fait le tour du monde. Les forces russes sont accusées d'avoir commis ces atrocités, des accusations niées en bloc par Moscou. Abdelkader Dariev. Crime de guerre pour les Occidentaux, mise en scène pour les Russes. Au 41e jour du conflit armé russo-ukrainien, la guerre des mots se poursuit. Les images sortant de Boutcha, ville ukrainienne où ont été découverts des dizaines de cadavres après le retrait des troupes russes, font toujours parler. Elles pointeraient vers des civils ciblés délibérément, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Pour sa part, la Russie a nié catégoriquement toute implication dans ces exactions, accusant les autorités ukrainiennes de préparer des mises en scène de civils tués par les forces de Moscou dans plusieurs villes. Selon des informations confirmées, des membres du 72e Centre ukrainien d'opérations psychologiques ont tourné le soir du 4 avril une nouvelle mise en scène filmée de civils prétendument tués par des actions violentes de l'armée russe dans le village de Muchun, à 23 km au nord de Kiev. Des événements similaires sont en train d'être organisés par les services spéciaux ukrainiens à Sourny, Konotop et dans d'autres villes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'exprimer ce mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine, dominé par les récents événements à Boutcha, après s'y être rendu la veille en gilet pare-balles, couleur camouflage. Il avait accusé les forces russes d'avoir commis des crimes de guerre. Et la Russie qui va présenter des documents montrant selon elle la vraie nature des événements dans la ville ukrainienne de Boutcha où les forces de Moscou sont accusées d'avoir donc tué des civils. Déclaration du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que je vous propose d'écouter. Nous allons démystifier ces fausses histoires, tout comme nous avons démystifié au début du mois de mars une situation que l'on a essayé de faire passer pour une tragédie dans une maternité de Mariupol. De même que maintenant les forces russes ont quitté la zone de la ville de Boutcha dès le 30 mars dans le cadre d'une reconfiguration de leur présence. Au cours des 3 jours suivants, le maire s'y est exprimé à la télévision, affirmant que la ville retrouvait une vie normale. Les forces ukrainiennes y sont également apparues. Des rues ont été montrées où il n'y avait pas de corps. Et près de 6 semaines après le début de l'offensive russe en Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi pour faire le point sur la situation. Une réunion durant laquelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Conseil de sécurité à tout faire pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour rappel, hier, suite aux accusations contre la Russie sur le massacre de Boutcha, le Kremlin avait demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les provocations haineuses commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha, une demande qui a été refusée par les Britanniques qui président le Conseil de sécurité.
Et en parlant de l'ONU, justement, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vassili Nebenzia, accuse l'Ukraine de mise en scène après la découverte de nombreux corps portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev. Je vous propose de l'écouter. Maintenant, si vous regardez attentivement ce que vous voyez à Boutcha, les cadavres qui gisent dans les rues qui n'existaient pas avant que les troupes russes n'arrivent, avant qu'elles ne partent, et soudain ils apparaissent gisant sur la route un par un, à droite, à gauche. Certains bougent, d'autres montrent des signes de vie. On ne peut échapper à la conclusion que c'est une mise en scène, que c'est faux, que c'est une provocation. Depuis le début, il est clair qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une provocation orchestrée visant à discréditer et déshumaniser l'armée russe et à exercer une pression politique sur la Russie. À cette fin, la Fédération de Russie demande la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité à 15h, heure de New York, le 5 avril aujourd'hui, pour discuter de cette odieuse provocation du régime de Kiev. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avertit que la Russie va tenter de cacher les preuves de son crime dans la ville de Boutcha. Même si elle ne l'a pas fait encore, elle risque de le faire dans d'autres régions. Je vous propose d'écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des informations indiquent déjà que le nombre de victimes des occupants pourrait être encore plus élevé à Borodianka et dans d'autres villes libérées, dans de nombreux villages des districts libérés des régions de Kiev, Tcherniv et Soumy. Les occupants ont commis des actes que les habitants n'avaient jamais vus, même pendant l'occupation nazie. Nous faisons déjà tout ce qui est possible pour identifier au plus vite tous les militaires russes impliqués dans ces crimes pour les punir. Il s'agira d'un travail conjoint de notre État avec l'Union européenne et les institutions internationales, en particulier avec la Cour pénale internationale. Les occupants vont probablement essayer de cacher les traces de leurs crimes. Ils ne l'ont pas fait à Boutcha lorsqu'ils se sont retirés, mais dans d'autres régions, c'est possible. Et lors d'une conférence de presse avec son homologue britannique Liz Truss, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, affirme que les horreurs découvertes à Boutcha ne sont que la partie visible de l'iceberg et que la situation à Mariupol est bien pire. Les deux ministres appellent par ailleurs à des sanctions plus sévères contre la Russie. Les horreurs que nous avons vues à Boutcha ne sont que la partie visible de l'iceberg de tous les crimes qui ont été commis par l'armée russe sur le territoire de l'Ukraine jusqu'à présent. Et je peux vous dire, sans exagération, mais avec une grande tristesse, que la situation à Mariupol est bien pire. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra cette semaine à Kiev, accompagnée du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a annoncé mardi son porte-parole. La présidente von der Leyen et le haut représentant Josep Borrell se rendront cette semaine à Kiev pour rencontrer le président Zelensky avant l'événement Stand Up for Ukraine qui aura lieu samedi à Varsovie, a précisé le porte-parole Éric Mamère sur son compte Twitter. Et suite à la découverte du massacre de Boutcha imputé par Kiev à l'armée russe, de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie sont tombées. Ces 2 derniers jours, plusieurs pays ont décidé d'expulser des dizaines de diplomates russes, à l'instar de la France, de l'Allemagne, du Danemark, de l'Italie et de la Suède. Sohila Akilal. Plus de 120 diplomates russes expulsés d'Europe en 48 heures. Le massacre de Boutcha, imputé à l'armée russe par Kiev, a précipité la dégradation des relations diplomatiques de Moscou avec les pays européens. Après la France et l'Allemagne lundi, l'Italie, le Danemark et la Suède ont à leur tour procédé à l'expulsion ce mardi de dizaines de diplomates russes. 15 diplomates expulsés du Danemark pour espionnage, 30 autres d'Italie pour des raisons de sécurité nationale et 3 autres expulsés de Suède.
Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a décidé de l'expulsion de 3 diplomates russes en Suède qui ne travaillent pas en accord avec la Convention de Vienne ou les relations diplomatiques. Il faut toujours peser nos intérêts, mais nous savons à présent qu'il est nécessaire de les expulser. Cela ne nous empêche en aucune façon d'en expulser d'autres à l'avenir. Dans la foulée, la Lituanie a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de Russie en réponse, je cite, à l'agression militaire contre l'Ukraine souveraine et aux atrocités commises par les forces russes. Plusieurs pays européens avaient déjà pris des mesures similaires. Le 29 mars, la Belgique avait annoncé l'expulsion sous 15 jours de 21 personnes travaillant pour les représentations diplomatiques russes. Le même jour, les Pays-Bas avaient décidé l'expulsion de 17 personnes accréditées autant que diplomates. Le 23 mars, la Pologne avait annoncé par la voix de son ministre de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, l'expulsion de 45 espions russes se faisant passer pour des diplomates. Et en parlant de sanctions, le rouble résiste contre ces mêmes sanctions dans le contexte du conflit en Ukraine. L'Europe et les États-Unis continuent de jouer la carte des sanctions économiques afin d'empêcher le Kremlin de soutenir sa monnaie locale. Mohamed Ali Ben Chaban. Le rouble russe montre une bonne résistance aux sanctions occidentales imposées contre le Kremlin. Le haut responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, reconnaît que le rouble a montré une forte capacité de résistance et que le président Poutine insiste de faire payer le gaz en rouble pour éviter une chute brutale à la monnaie russe. Bruxelles et Washington continuent de jouer la carte des sanctions économiques et financières contre Moscou. Vous pouvez vous attendre à d'autres annonces de sanctions cette semaine et nous nous concertons avec nos alliés et partenaires sur les modalités exactes de ces sanctions. Mais oui, cette semaine, nous aurons des éléments de pression économique supplémentaires à annoncer. Les Occidentaux viennent d'enfoncer un peu plus le clou. Les 27 pays membres de l'Union européenne doivent se réunir demain mercredi à Bruxelles pour prendre un train de sanctions supplémentaires contre la Russie, avec notamment des embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc, mais aussi de caviar, pour un montant estimé autour de 10 milliards d'euros par an. L'accès au territoire européen va être interdit pour les poids lourds et navires russes. Des exceptions sont prévues pour les produits énergétiques, la nourriture et les médicaments. Le secteur bancaire sera visé avec une interdiction de toutes les transactions avec VTB, ainsi qu'avec 3 autres banques russes. Des dizaines de personnes dont des responsables militaires et politiques devraient être ajoutées à la liste noire européenne des cibles de gel des avoirs et de restrictions à l'entrée sur le territoire européen. L'objectif de toutes ces mesures est d'empêcher le Kremlin de soutenir sa monnaie. Le rouble, qui a montré une forte capacité de résistance, devrait faire face à une nouvelle fois aux sanctions. Au début de la crise, cette monnaie a déjà perdu plus de 20% de sa valeur, l'un des plus bas niveaux historique face au dollar américain. Et cette guerre des images interpelle depuis le début du conflit en Ukraine. Les médias, notamment occidentaux, en usent et abusent à travers la diffusion d'informations souvent invérifiables. La partialité dans le traitement de l'information par les occidentaux est plus que jamais pointée du doigt. Mohamed Amin Berkan. C'est une véritable offensive de propagande mise en place par les Occidentaux, relayée depuis le début du conflit par leurs médias. Pour les différentes chaînes de télévision, journalistes et éditorialistes depuis le début de l'opération russe en Ukraine, les règles de prudence sont abandonnées et les principes d'objectivité et d'impartialité se sont avérés vaporeux. Bombardement d'une crèche à Kharkiv, d'un hôpital pour enfants ou encore cette frappe visant le théâtre de Mariupol qui a fait 300 morts. Ces images tournent en boucle et les informations diffusées, le plus souvent invérifiables, sont à longueur de journée décryptées, objectives, voire cette guerre du point de vue occidental où la version russe n'a semble-t-il pas sa place. Ajouté à la désinformation, personne ne pouvait imaginer que dans ces pays où la liberté de la presse était sacrée, on revendique la censure. Depuis le début du conflit, plusieurs médias et journalistes russes ont été censurés. Une propagande et une censure propagées même dans les réseaux sociaux, encourageant surtout la haine anti-russe et confirmant cet adage, la première victime de la guerre est la vérité.
Après Moscou, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est rendu aujourd'hui à Varsovie pour rencontrer son homologue ukrainien. Ramtan Lamamra était accompagné d'une délégation composée de plusieurs chefs de diplomatie arabe, avec pour mission d'établir un dialogue en faveur de la paix. Safwan Ben Sabri. Après une escale diplomatique à Moscou où elle a rencontré le chef de la diplomatie russe, la délégation de ministres arabes avec à leur tête Ramtan Lamamra s'est envolée ce mardi en direction de Varsovie. Le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a rencontré sur place son homologue ukrainien. La délégation, composée de ministres des Affaires étrangères égyptiens, irakiens, soudanais, en plus du secrétaire général de la Ligue arabe, se déplace dans le cadre d'une mission de bons offices. La visite est une tentative parmi d'autres de trouver une solution au conflit en Ukraine. L'Algérie, de par sa position de non-alignement sur le camp des uns ou des autres, mise seulement sur le règlement des conflits par la voie du dialogue, comme le veut sa tradition diplomatique. Nous sommes ici pour affirmer avec une conviction forte que nous ne pouvons pas rester indifférents face à une crise majeure opposant deux pays avec lesquels nous avons des relations étroites et amicales basées sur le respect mutuel. Ni fâché avec les Russes ou avec les Ukrainiens, ni en conflit avec l'Occident, l'Algérie et les pays arabes peuvent légitimement parier sur le succès de leur initiative et constituer une sorte de troisième voie et ainsi espérer œuvrer pour la mise en place d'un cadre propice à la paix et à la sécurité. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le dossier ukrainien. On reste en Europe, direction la France. Dernière ligne droite avant la tenue du premier tour de l'élection présidentielle et dernier souffle pour la campagne. Une campagne émaillée toutefois par les rapports qu'ont certains candidats avec les patrons des médias. 9 milliardaires accaparent plus de 80% des titres de presse et autres chaînes de télévision privées aux grandes dames du pluralisme de l'information et d'une élection propre à tous les niveaux. C'est un sujet signé Kherdin Batash. Les connivences du pouvoir français avec les patrons des médias les plus influents de l'Hexagone font tache dans le paysage politique du pays, à quelques jours seulement du premier tour de la présidentielle. Presse écrite, télévision ou radio, force est de constater que les médias français sont entre les mains des plus grosses fortunes nationales, à l'image de Patrick Drahi, Bernard Arnault, Xavier Niel ou encore Vincent Bolloré. Des noms gravitant autour des sphères et des cercles de décision, à commencer par l'Élysée. Pour le candidat Jean Lassalle, il n'y a pas de fumée sans feu. De tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey, c'est la faute des autres. Bolloré, ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Voyez l'équilibre. En effet, ces noms sont réputés proches ou adversaires du chef de l'État Emmanuel Macron ou de certains candidats à sa succession, comme la nouvelle égérie de l'extrême droite Éric Zemmour. Dans les deux cas, les observateurs de la politique française dénoncent une atteinte à la neutralité de la campagne électorale et au pluralisme de l'information. C'est ainsi que dans une interview publiée par le journal italien Il Corriere della Sera, l'ex-locataire de l'Élysée François Hollande fustigeait les liens qui relieraient Éric Zemmour au propriétaire de la chaîne CNews, accusé par certains candidats à la présidentielle de rouler pour le polémiste. On reprochait à Silvio Berlusconi de mettre ses télés au service de sa carrière politique. Mais maintenant, il y a un groupe privé, celui de Bolloré qui a choisi Zemmour comme porte-parole de ses intérêts. Alors que les OPA se poursuivent, la concentration des médias français entre les mains d'une poignée de milliardaires est aujourd'hui source de nombreuses interrogations sur la liberté de la presse en France. Outre le projet de fusion des chaînes TF1 et M6, ainsi que le rachat du groupe Lagardère par Vivendi, une commission d'enquête parlementaire lancée en novembre dernier se penchait sur la concentration des médias entre les mains de certaines personnalités. Celle-ci a pointé du doigt le rôle absent du régulateur et la toute-puissance de la finance sur le droit à une information libre et démocratique en France.
Dans le reste de l'actualité dans le monde, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier lundi de nouvelles attaques contre des positions et retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Oum Adriqa, selon le ministère de la Défense sahraoui. Les unités de l'APLS ont procédé à des bombardements intenses contre les forces d'occupation marocaines dans la région d'El Aydiyet, relevant du secteur d'Oum Adriqa, leur causant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Et toujours dans le dossier sahraoui, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir le 20 avril prochain pour discuter du conflit au Sahara occidental. Selon le Royaume-Uni, actuellement à la tête de l'instance exécutive de l'ONU pour ce mois d'avril. Pour en parler avec nous en direct par téléphone, Monsieur Jean Lamort, écrivain spécialiste de la question sahraoui. Bonsoir Monsieur Lamort. Bonsoir. Alors, lors de cette réunion, M. Lamort, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, fera un exposé sur les conclusions de sa première tournée dans la région en janvier dernier. Nouvelle donne aussi le revirement de Madrid sur le dossier. Cela va-t-il avoir un quelconque impact sur les Sahraouis et sur le dossier lui-même? Alors, cela a un impact, mais c'est un moindre impact que la ratification des accords Abraham qui ont été ratifiés la semaine dernière. Monsieur Anthony Blinken des États-Unis, on en parle beaucoup pour l'Ukraine. Il s'est réuni dans le désert du Negev avec ses homologues israéliens, marocains, avec le roi Khalifa Ben Zayed pour ratifier ces accords qui ont été faits par Donald Trump en 2020. Or, ce sont des accords, c'est une diplomatie au sandou, comme je dis. Vous savez, le sandou, c'est la graisse de porc qui est assez lourde, qui sert pour la grosse cuisine. Ces accords-là sont inacceptables. Le gouvernement Biden est en train de reprendre une manœuvre politique de Donald Trump qui exclut les Sahraouis et les Palestiniens de leurs terres, surtout les Sahraouis. Le Maroc a été demandé par les États-Unis et Israël de venir pour signer une sorte d'accord de paix, alors qu'il n'y a jamais eu la guerre entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, et la condition sine qua non, c'est que les États-Unis reconnaissent une soi-disant souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ceci est inacceptable. Monsieur Lamort, alors ce rendez-vous intervient en plein conflit sur le terrain entre l'armée sahraoui et les forces d'occupation marocaines. Une guerre que Rabat se garde bien de médiatiser, soyons bien clairs. Justement, Rabat joue aussi la carte du conflit ukrainien pour asseoir son plan expansionniste sur le Sahara occidental avec l'aide de l'Occident. Que pensez-vous, monsieur Lamort? Rabat est un prédateur opportuniste. Vous avez qu'à voir ce qui s'est passé lorsque l'Algérie émergeait à peine d'une guerre d'indépendance extrêmement difficile et coûteuse sur le plan humain. C'est le moment que Rabat a choisi pour attaquer l'Algérie pour ce qui est devenu la guerre des sables, en réclamant un tiers du territoire algérien. C'est un régime extrêmement expansionniste, c'est historique et ça continue. Bien sûr, l'occasion est trop belle pendant que le monde et toute l'attention de la terre entière est fixée sur le conflit en Ukraine. Nous avons une opportunité parfaite pour le régime marocain. Très bien, merci beaucoup Monsieur Jean Lamort d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et spécialiste de la question sahraoui. Direction la Palestine pour évoquer ces nombreuses exactions de l'occupationniste. L'armée d'occupation a mené des attaques contre la mosquée Al-Aqsa, faisant des victimes à quelques jours du début du mois sacré du Ramadan. Une escalade de tensions sur laquelle revient Nouhad Belkhadem. Comme chaque année, pendant le mois du Ramadan, le colon israélien intensifie ses agressions contre les Palestiniens et multiplie ses exactions dans la ville sainte d'El-Quds occupée. Samedi, premier jour du mois sacré, l'occupant sioniste a mené un assaut planifié qui a tué 3 Palestiniens à Jénine. Énième épisode dans la série de meurtres quotidiens commis par l'occupation contre le peuple palestinien.
Le lendemain, c'est la visite jugée irresponsable du ministre sioniste des Affaires étrangères à la porte de Damas de la vieille ville d'Al-Quds Est qui a causé des affrontements entre colons et Palestiniens, faisant 19 blessés côté palestinien. Le colon n'a pas attendu l'arrivée du mois sacré pour entamer une nouvelle série de provocations. La semaine dernière, des dizaines d'Israéliens ont fait incursion sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, provoquant la terreur des fidèles. Une violation claire et flagrante qui prouve l'absence d'engagement de l'entité sioniste aux accords et aux traités signés. Plusieurs voix se sont élevées en Palestine et à l'étranger pour dénoncer justement l'escalade de violence. Les Nations Unies appellent à préserver le statu quo en ce qui concerne les lieux saints dans la ville d'Al-Quds et à éviter toute action susceptible d'accroître les tensions, des tensions qui risquent de déstabiliser toute la région. L'affaire Pegasus refait surface avec une nouvelle plainte déposée cette fois en France par un avocat franco-palestinien victime du logiciel espion. Salah Hamouri a réussi à regagner Paris après avoir été condamné par Tel Aviv pour menace à la sécurité. Nariman Zekar. Une énième plainte déposée contre la société de cybersécurité sioniste NSO. Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, dépose plainte en France contre la société mère du logiciel espion Pegasus pour avoir illégalement infiltré son téléphone portable. Condamné début mars à 4 mois de détention administrative par la justice militaire sioniste, l'avocat figure sur une liste de militants palestiniens dont les smartphones ont été infiltrés par le logiciel Pegasus selon plusieurs groupes de défense des droits humains. Après l'exécution de plusieurs tests, Amnesty International ainsi que le Citizen Lab de l'Université de Toronto confirment la mise en surveillance du téléphone de Salah Hamouri, et ce depuis au moins avril dernier. Un traçage de près qui aurait débuté sur le territoire palestinien et serait resté actif lors de l'arrivée du concerné en terre française, ce qui a permis à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, avec l'accord de l'avocat palestinien, de porter plainte devant une juridiction française contre NSO pour violation du droit au respect de la vie privée. Le scandale de Pegasus a éclaté au grand jour en juillet dernier, après plusieurs enquêtes publiées par un consortium de médias internationaux. Elles ont révélé les cas d'espionnage effectués par NSO sur des téléphones de journalistes, d'hommes politiques, de militants ou de chefs d'entreprise de différents pays, y compris au sein de l'entité sioniste même. Le logiciel permet, une fois installé dans un téléphone mobile, d'espionner l'utilisateur de l'appareil, d'accéder à ses messageries, ses données, et peut aussi activer l'appareil à distance à des fins de captation de son ou d'image. Santé, Covid-19, la Chine connaît une nouvelle vague de contamination liée au coronavirus. Shanghai est l'épicentre de cette flambée de cas liés au variant Omicron. Plus de 26 millions d'habitants sont privés de sortie. Les autorités ont fait le choix difficile pour des parents, celui de séparer les enfants testés positifs de leurs parents. Naila Hamoud. Les rues sont quasi désertes à Shanghai. Pas de circulation ni d'habitants. Sur ordre des autorités, plus de 26 millions d'habitants ont l'interdiction de sortir de chez eux. La métropole connaît actuellement une hausse fulgurante des contaminations liées au Covid-19, atteignant des niveaux records. Shanghai n'a jamais vécu un tel confinement depuis le début de la pandémie. Plusieurs centres de quarantaine ont de nouveau été ouverts dans la capitale. Des règles de confinement drastiques ont été adoptées. Pas de sortie sauf pour se faire tester, et toute personne signalée positive est systématiquement isolée et envoyée dans les centres de quarantaine. Les enfants ne sont pas épargnés. Les mesures d'isolement seront également appliquées sur eux. Ceux d'entre eux testés positifs seront isolés dans les centres prévus à cet effet et séparés de leurs parents si ces derniers ne sont pas infectés. Les autorités ont avoué n'être pas assez préparées à cette flambée épidémique, promettant d'améliorer la prise en charge. Afin d'endiguer cette nouvelle vague, près de 40 000 médecins et experts ont été envoyés en renfort à Shanghai. La Chine adopte toujours la même méthode pour tenter d'enrayer le Covid-19. Elle ne compte pas abandonner sa politique zéro Covid. Cette dernière n'est pas sans danger pour le pays, car la métropole de Shanghai est le véritable poumon économique. Les mesures de confinement ont un effet négatif sur l'activité industrielle, même s'il est trop tôt pour savoir si l'impact sera durable.
Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, ne manquez pas la météo du monde avec Amal Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.